Les sociétés coloniales à l'âge des empires, Afrique, Antilles, Asie, années 1850 aux années 1950. Ouvrage collectif sous la direction de Jean-François Klein et Claire Lowe. Partie 3, chapitre 4, Médecine et santé en situation coloniale, par Laurence Monet. Grand 1, Introduction. Le siècle qui s'étend des années 1850 aux années 1950 ne fut pas seulement celui de grands empires coloniaux. Il fut aussi celui de l'avènement de la médecine moderne. Une médecine scientifique qui sous-tend d'abord des actions de santé publique à l'échelle locale, nationale comme internationale. Une médecine-science qui sert bientôt des politiques publiques de santé dirigées et financées par les États, qu'ils soient européens, nord-américains ou japonais, annonçant des programmes de médicalisation qui vont inscrire dans le giron médical des problèmes sanitaires et sociaux, des comportements individuels et collectifs qui, jusque-là, n'en relevaient pas. Ce synchronisme fort entre colonisation et médicalisation moderne dirige le présent chapitre pour permettre de mieux saisir en quoi la médecine, et par extension la santé des individus et des sociétés, a disposé d'une place majeure dans l'exercice colonial, donnant lieu à des transformations politiques, économiques et socio-culturelles, sans oublier démographiques et épidémiologiques, denses et parfois inattendues. Cette place est délicate à établir et à interpréter, alors que la médecine et ses acteurs sont censés, à nos yeux, faire le bien entre guillemets. En même temps, faut-il le rappeler, la bonne santé, dira-t-on, ne constituera un droit universel qu'en 1946, à l'heure des premières décolonisations et de la prise de conscience d'inégalités en santé flagrantes. Grand 2, la médecine moderne, à propos d'un outil d'empire. Au fil du XIXe siècle, la médecine va s'imposer comme un outil d'empire privilégié, facilitant d'abord la conquête, puis la mise sous tutelle de vastes territoires. Heydrich, 1981, et MacLeod et Lewis, 1988 pour les sources. Il est vrai qu'elle est alors en pleine mutation, tant sur le plan des technologies, mises au point, dont le microscope, que de la mise en application de la méthode expérimentale, prônée par Claude Bernard. Elle est en outre reconnue comme étant l'apanage des nations industrialisées où la recherche s'institutionnalise et les médecins se professionnalisent, revendiquant la supériorité, voire l'universalité de leur science et, par conséquent, l'exclusivité pour leurs pratiques. En parallèle, le champ de la santé publique s'épanouit sur les contreforts d'un réformisme social ayant largement documenté la mauvaise santé de la classe ouvrière et les méfaits de l'urbanisation. À l'ère de l'hygiénisme, les premières mesures d'envergure de cette « médecine politique » entre guillemets, en Grande-Bretagne d'abord, dès les années 1830, touchent alors l'assainissement des villes, l'adduction d'eau potable et la surveillance de sa contamination, la régularisation des nuisances, l'amélioration des conditions de logement ou encore l'organisation de campagnes de vaccination antivariolique, supervisées par des comités d'hygiène et des inspecteurs sanitaires. Un embryon de protection sociale, offert à certains corps de métier, aux enfants et aux indigents, voit également le jour. Ce sont de véritables systèmes de santé qui s'annoncent. Tour à tour, les États européens se dotent de ministères de la santé. C'est le cas en France en 1889, avant la création de la Direction de l'assistance et de l'hygiène publique, auprès du ministère de l'Intérieur, entérinant un lien indéfectible entre pouvoir et savoir médico-sanitaire. Grand A, accompagner la conquête. Cette médecine étatisée et préventive ne se trouve toutefois pas forcément préparée à l'exercice outre-mer. Rappelons en effet que la très grande majorité des régions qui vont passer sous domination occidentale et japonaise au XIXe siècle, de même que les Indes britanniques et néerlandaises, se trouvent en zone tropicale, un espace dont les caractéristiques climatiques et pathologiques affolent les premiers épidémiologistes. Dans les années 1820-1830, les statistiques de morbidité et de mortalité ont appuyé l'étendue et la gravité des risques pris par les troupes européennes qui investissent le continent africain en particulier. Le tristement célèbre White Man's Grave. La mortalité des troupes françaises en Algérie à la fin des années 1840 aurait ainsi atteint 64 pour 1000, 7 fois plus que le taux de mortalité des militaires de même âge en métropole. Elle était encore bien plus alarmante en Sierra Leone, 400 pour 1000. Durant la guerre de 10 ans, de 1868 à 1878, première tentative de Cuba pour obtenir son indépendance, on comptabiliserait près de 12 000 morts à La Havane, en grande majorité des militaires espagnols, frappés par la fièvre jaune, la principale plaie des Caraïbes. En fait, à l'époque, la maladie faucherait encore 26% des effectifs militaires en campagne, tandis que 6% seulement mouraient au combat. Curtin, 1989 pour la source. Nombre de manuels de pathologie exotique, entre guillemets, insistent alors sur l'importance de la propreté des navires transportant les troupes, la nécessité pour ces derniers d'un exercice physique régulier et d'une alimentation saine,
La quinine, efficace contre les accès palustres, est distribuée en masse auprès des soldats, alors que l'envoi de médecins militaires s'accélère. On fait appel aux missionnaires médicaux déjà sur place, et on ouvre des infirmeries ambulances mobiles. On s'interroge en parallèle sur l'acclimatation des colons. À l'heure du darwinisme social et d'une conviction de la supériorité blanche, la solution du métissage, qui avait prévalu lors de la première colonisation outre-Atlantique, ne dispose plus vraiment d'adeptes. Non sans ambiguïté, si le blanc est supérieur, pourquoi ne peut-il pas s'adapter à son nouvel environnement ? On évoque alors fréquemment le risque de dégénération physique, mentale et morale qui attend les candidats à l'expatriation. Le spectre d'une épidémie de neurasthénie coloniale sera d'ailleurs encore brandi à la fin du XIXe siècle. Reste que le risque de tomber malade, voire de mourir outre-mer, ne peut pas compromettre l'entreprise coloniale. On pense alors à des moyens de familiariser graduellement les colons avec leur nouvel environnement, réduisant la durée des séjours outre-mer des fonctionnaires, augmentant les surfaces cultivées, une démarche qui aurait assuré la salubrité de la Barbade au XVIIIe siècle, construisant des stations d'altitude qui deviennent des lieux de ressourcement et de convalescence. Jusque dans les années 1930, on renverra même encore souvent les enfants de colons s'éduquer en métropole pour ne pas risquer de les exposer trop longtemps à un environnement néfaste pour leur santé. L'assainissement de Bombay, Jakarta et du port franc de Singapour s'est développé à partir des années 1840. On y construit des espaces réservés aux blancs, que l'on veut les plus aseptisés et les plus étanches possibles face aux quartiers indigènes. L'entreprise de ségrégation urbaine démarre ainsi à Saint-Louis du Sénégal, dès les années 1850. La bataille des paillotes, entre guillemets, menant à l'éviction forcée des indigènes du centre-ville au lendemain d'une épidémie de choléra en 1868. Dans les colonies de peuplement, telles l'Algérie et l'Afrique du Sud, on grossit les rangs de médecins pour répondre à l'afflux de colons sur de nouvelles terres agricoles et on construit les premiers hôpitaux civils. Quant aux campagnes de vaccination antivariolique, leur coup d'envoi a été donné par l'expédition Balmis en 1803, ayant diffusé sur ordre du roi d'Espagne la vaccine de Jenner des Caraïbes à Macao avant de se structurer en Inde sous les auspices de la East India Company, EIC. Si l'EIC était alors fermement convaincu du pouvoir humanitaire et civilisateur d'une telle intervention, il n'en reste pas moins que l'objectif prioritaire de sa démarche était de protéger militaires et colons. Grand B, microbiologie, médecine tropicale et partage du monde. Dans le dernier tiers du XIXe siècle, alors que la course aux colonies connaît son dernier coup d'accélérateur, appuyé par de nombreuses missions d'exploration, il s'agit désormais aussi de mieux protéger un commerce international qui se densifie. Dès 1879, les États-Unis envoyaient un groupe d'experts en santé publique, la Havana Yellow Fever Commission, étudier l'épidémiologie de la fièvre jaune dans les ports cubains et prendre les mesures adéquates pour prémunir le personnel des navires américains mouillant dans la région caribéenne. Les risques de contagion globale sont alors bien connus. Pas moins de 5 pandémies de choléra asiatique, entre guillemets, en provenance du delta du Gange, ont touché de plein fouet le monde tempéré entre 1817 et 1896. Quant à la peste bubonique, vraisemblablement partie du Yunnan, elle ferait près de 13 millions de victimes dans les empires coloniaux dans les années 1890, assurément alimentée dans sa trajectoire mortelle par l'accroissement des échanges de biens et de personnes. On s'inquiète d'ailleurs des mouvements ouvriers servant les plantations de sucre ou de café. Les coolies indiens ont du mal à s'acclimater en Guyane. Les Javanais au Suriname, plaque tournante de la main-d'œuvre sud-est asiatique. Singapour connaît des flambées de typhoïde dans les années 1880. À la même époque, la mortalité par fièvre jaune et paludisme sur le chantier du canal de Panama était évaluée à plus de 200 pour 1000. Ce ne sont pas moins de 7 conférences sanitaires internationales entre 1851 et 1892 qui se pencheraient sur les moyens de contenir la diffusion globale de ces maladies, alors que, dès 1865, l'Égypte, lieu de transit important, abritait le Conseil sanitaire d'Alexandrie, s'occupant de la construction de gigantesques lazarets. À partir de 1907, l'Organisation internationale d'hygiène publique, OIHP, basée à Paris, servira, elle, à collecter et diffuser de l'information épidémiologique auprès de 60 pays. Si ces initiatives marquent de nouvelles préoccupations, elles peuvent compter sur l'essor de la microbiologie, sous l'égide de Robert Koch en Allemagne et de Louis Pasteur en France. Affirmant la primauté de la médecine de laboratoire, la microbiologie impose un nouveau paradigme qui voit la spécificité de la maladie évincer celle du malade. Une maladie infectieuse, résultat de l'intrusion d'un micro-organisme pathogène extérieur et identifiable. Alors que les maladies les plus dévastatrices outre-mer s'avèrent justement des maladies infectieuses, parasitaires,
qui ont disparu ou sur le point de disparaître du monde tempéré. Choléra, peste, typhoïde, fièvre jaune, lèpre, paludisme. Émerge même une nouvelle spécialité médicale, la médecine tropicale. Le synchronisme est indéniable, et l'espoir plus que palpable. On cite « Get rid or avoid these disease germs, and we get rid of a principal obstacle to the colonization of the tropics by Europeans ». Fermez les guillemets, affirmait le British Medical Journal en 1897. La médecine tropicale va connaître une institutionnalisation rapide, supportée par les gouvernements métropolitains. À la suite de la London School for Tropical Medicine and Hygiene, LSTMH, ouverte en 1899, des institutions d'enseignement post-doctoral et de recherche similaires fleurissent en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Portugal et au Brésil. Mais c'est sur le terrain tropical que les découvertes majeures se multiplient. C'est de fait à Amoy, actuellement le Xiamen, port ouvert par le traité de Nankin en 1842 que Patrick Manson, père de la médecine tropicale dit-on, et fondateur de la LSTMH, mettait au jour le mécanisme de transmission du moustique à l'homme dans la filariose en 1879. Un an plus tard, Alphonse Lavéran découvrait à l'hôpital militaire de Constantine l'agent responsable du paludisme, le plasmodium. En 1880, Carlos Finlay, représentant Cuba à la conférence sanitaire de Washington, exposait pour sa part ses travaux sur la transmission de la fièvre jaune par un moustique, l'Aedes aegypti. Quant à Alexandre Yersin, médecin suisse naturalisé français et pastorien, et Shibasaburo Kitasato, bactériologiste japonais formé par Koch, il découvrirait simultanément le bacille de la peste à Hong Kong en 1894. Le travail de Yersin et Kitasato, en particulier, s'inscrit dans une nouvelle temporalité qui voit l'usage des colonies comme de vastes laboratoires de recherche et d'expérimentation. D'ailleurs, à l'époque, le réseau des instituts Pasteur d'Outre-mer, IPOM, a déjà commencé à se structurer. L'Institut de Saigon, le premier d'une série de 14, ouvrait ses portes en 1891, 3 ans seulement après la maison mère parisienne. Lieu de recherche interdisciplinaire et de découverte collective, l'Institute of Medical Research de Kuala Lumpur, 1900, l'American Public Health Laboratory de Manille, 1902, ou encore le Wellcome Tropical Laboratory de Khartoum, 1904, travailleraient à la fois à la découverte et à la production locale de vaccins, à l'analyse de l'eau et de l'alimentation, et à l'étude de la toxicologie des médicaments. Si les frontières de la recherche médicale éclatent, ces périphéries se connectent bientôt les unes aux autres par le biais de publications spécialisées, d'associations savantes et de congrès, dont ceux de la Far Eastern Association for Tropical Medicine, fondée à Manille en 1908. Elles améliorent la lutte anti-lépreuse au sein de l'Institut Marchou à Bamako, qui puise dans des expériences faites du côté d'Honolulu, Culion, au Rio, ou donne naissance à l'ethnopsychiatrie, sous la houlette d'Antoine Porot à Alger et d'Henri Collomb à Dakar. Grand 3. Améliorer la santé indigène, entre théorie et pratique. À l'heure de la médecine tropicale, si la santé des Blancs reste clairement la priorité, le regard porté sur les maladies indigènes se précise. Credo pastorien et tropicalisme se renforcent mutuellement, et dans une certaine mesure, paradoxalement. Les discours sur les miasmes, entre guillemets, et la dénonciation d'un climat délétère continue d'être légion. Ils servent une vision très négative des tropiques, qui considèrent les colonisés comme une menace collective pour la bonne santé, un réservoir à maladies inférieur et ignorant des principes d'hygiène. Les corps colonisés sont alors pathologisés à outrance, un processus servi par la pathographie et l'anthropologie métrique. En 1894, à Hong Kong, le débat médical se cristallise autour du lieu de prédilection du bacille pesteux. Le China Mail déclarait à son lectorat anglophone que c'est dans le quartier chinois de Taiping-Shan qu'il se complaisait, quartier que, au nom du bien public, les autorités municipales décidaient de raser. Sudfen, 1997. Pour la source. Une démarche vue comme relevant de la mission civilisatrice européenne, sa dimension humanitaire. Grand A, politique et système de santé coloniaux. Jusque-là, si les médecins de l'Indian Medical Service, IMS, du militaire Geneeskundige Dienst néerlandais, ou de la marine française, avant le corps de santé colonial, étaient intervenus auprès des populations indigènes, ils l'avaient fait de façon sporadique, dans l'urgence ou encore sur demande explicite d'une élite capable de réclamer leur expertise. Ce sont les missionnaires catholiques et surtout protestants,
qui dispensait la majorité des soins dans des hôpitaux et maternités financés par le privé. Mais au tournant du XXe siècle, l'objectif n'est plus seulement de protéger la force de travail colonisée, pour le bien de l'exploitation économique. Il faut véritablement fortifier et accroître cette main-d'œuvre. C'est du moins ce que prône l'impérialisme constructif de Joseph Chamberlain, d'ailleurs soutien indéfectible à la médecine tropicale de Manson, puis la politique éthique néerlandaise et l'entreprise de mise en valeur des colonies, entre guillemets, françaises, couchées sur papier par Albert Sarraut. La médecine devenait même pour certains la seule vraie justification de la démarche impérialiste. En campagne au Maroc, le maréchal Lyautey déclarait en 1926 que, je cite, « La seule excuse de la colonisation, c'est la médecine ». Fin de citation. La réalisation de cet objectif humanitaire va évidemment dépendre du colonisateur et du territoire dont on parle. On estime ainsi que la Grande-Bretagne, partisane de l'indirect rule, tout comme les Pays-Bas, se serait peu investie dans le camp de la santé, en ne proposant pas de système de santé centralisé. A l'inverse, la France ou le Japon auraient exporté une médecine d'État, qu'illustrent les discours du réformateur Goto Shinpei et les programmes d'assistance médicale indigène AMI mis en place entre 1899 à Madagascar et 1905 en Indochine, AEF. L'État belge préférait lui aussi aux grandes compagnies concessionnaires la charge de la santé de leurs employés congolais. Quoi qu'il en soit, c'est partout sur la prévention collective que l'emphase va être mise. Vacciner, enregistrer, désinfecter, disait-on, constituant un véritable mantra. La législation sanitaire coloniale se systématise dans ce sens, souvent plus sévère qu'en métropole. L'obligation vaccinale en Cochinchine date ainsi des années 1870, alors qu'elle sera imposée en France qu'en 1902. À la même époque, des Contagious Disease Laws offraient les pleins pouvoirs aux gouverneurs des Caraïbes britanniques en matière d'enfermement des cas contagieux suspects, ce qui n'était là non plus pas possible à Londres. À Taïwan, c'est une véritable police sanitaire qui est chargée, dès 1901, de faire appliquer les mesures de santé publique en ville. Dans les campagnes coréennes, comme en Mandchourie, la tactique Shinpei consistera à utiliser les liens communautaires et les chefs de village pour implanter cette biosurveillance au quotidien. Partout, l'éducation à la propreté, à une forme de citoyenneté biomédicale, passe par les écoles primaires, des conférences d'hygiène et la construction frénétique de latrines. Anderson 2006 pour la source. En parallèle, on assiste à la mise en place de programmes verticaux, des programmes d'intervention qui s'attaquent à une seule maladie à la fois, en se focalisant sur le pathogène responsable, son ou ses vecteurs et son réservoir humain. La maladie indigène. Le coup d'envoi a été donné en 1900-1901. Alors que William C. Gorgas, chef sanitaire de la Havane, avait misé avec succès à la fois sur l'isolement des maladies de la fièvre jaune et l'éradication des moustiques responsables de sa transmission. Une épidémie de trypanosomiase frappe alors l'Ouganda, tuant probablement 250 000 personnes avant 1905. Alors que le Britannique David Bruce confirme que la maladie est attribuée à un protozoaire transmis par la mouche tsetse, et que les cas se propagent à d'autres colonies d'Afrique de l'Ouest et centrale, se développe une réflexion européenne sur la meilleure façon d'agir contre la maladie. Les autorités coloniales implanteraient finalement des programmes de contrôle au moyen d'équipes mobiles de médecins et d'agents sanitaires qui organisent des campagnes de dépistage systématiques et s'occupent de l'isolement puis du traitement de dizaines de milliers de malades, afin de réveiller la race noire entre guillemets, pour reprendre le pastorien Eugène Jameau. Bien sûr, des réseaux hospitaliers vont aussi se structurer, faits d'hôpitaux d'envergure, en ville, de maternités et d'infirmeries rurales. Le Lagos Colonial Hospital disposait ainsi dès son ouverture en 1896 de 5 bâtiments construits sur pilotis, dont 4 pour les indigènes, recevant 700 à 800 patients par an. Bien ventilés, faisant la fierté de la métropole. En 1931, les 573 formations médicales de l'Indochine auraient donné lieu à 4 millions de journées d'hospitalisation, auprès d'une population estimée aux alentours de 20 millions. Monet Rousselot, avec un tiret, 1999 pour la source. Mais les autorités sanitaires estimaient que ces structures grévaient trop lourdement les budgets. Ce d'autant plus que, lieu de soins individuels et d'une distribution souvent gratuite de médicaments, ils constituaient un piètre outil de civilisation. Il est vrai que ces formations réclamaient du personnel en nombre. Or, un des problèmes dans la gestion des systèmes de santé coloniaux fut incontestablement le recrutement et la rétention du personnel médical qualifié. Et si la solution se trouvait dans la création et le déploiement de corps de médecins coloniaux fonctionnalisés, au-delà de l'Empire britannique, qui sert à soulager la métropole d'un trop-plein de diplômés, ce sont en majorité des médecins militaires qui vont continuer de diriger les médicalisations coloniales.
Face à ces difficultés de recrutement, face aussi au coût de l'expatriation, il a fallu penser à recruter localement du personnel de santé, une décision qui était aussi vue comme stratégique, relevant de l'idée que l'on pourra plus facilement convaincre les indigènes des bienfaits de la médecine occidentale si l'on fait appel à des intermédiaires locaux. C'est la Stovia, S-T-O-V-I-A, School tot Oleding van Indisch Artsen, ouvrant ses portes à Batavia en 1851, qui constitue un tournant à cet égard, marquant l'ambition néerlandaise de former des Dr Jawa fonctionnaires. Après Alger en 1857, Pondichéry 1863, Tananarive 1897 et Hanoï 1902, Dakar viendrait compléter le réseau d'écoles françaises en 1918. Ces médecins indigènes ont alors tous le statut d'assistants, praticiens subalternes mal rémunérés, malgré une formation parfois exigeante, 7 ans à la Stovia dès 1875, ce qui limite partout les promotions à quelques dizaines de médecins dans l'entre-deux-guerres, envoyés dans les postes les plus insalubres. C'est le cas des médecins vietnamiens au Cambodge ou des médecins indiens de l'IMS en Birmanie. Ils disposent en outre rarement d'un plein droit de pratique. Seule exception à cet égard, les médecins taïwanais et coréens, qui constituerait d'emblée la pierre angulaire d'une offre de soins largement privée, les gouverneurs japonais préférant concentrer leurs investissements en santé publique. On forme aussi, à l'occidental entre guillemets, et en plus grand nombre cette fois, des infirmiers et des sages-femmes qui doivent constituer des courroies de transmission privilégiées en milieu rural. Ce sont ainsi des infirmières visiteuses qui permettraient de détecter la majorité des cas de tuberculose en AOF à partir de 1935, obtenant de pénétrer dans l'espace domestique. Cette indigénisation du personnel médical et paramédical constitua par ailleurs, à coup sûr, un élément accélérateur d'une inflexion majeure dans des programmes de médicalisation coloniale dans l'entre-deux-guerres. Une inflexion multidirectionnelle qui est aussi le résultat des premiers bilans des programmes mis en place et d'une prise de conscience que les problèmes de santé colonisés dépassent la mortalité paludique ou variolique. Dans les années 1930, on voit ainsi se développer une attention aux maladies dites sociales, maladies vénériennes et oculaires, cancer, tuberculose, lèpre, doublées d'un embryon d'assistance sociale. La médicalisation de la mère et de son enfant se fait de plus en plus soutenue, manifestée par l'essor de gouttes de lait et de crèches, la mise en place d'incitatifs à l'accouchement en milieu médicalisé ou même le développement de programmes de planning familial, incluant en Afrique du Sud et en Inde la distribution de moyens de contraception aux femmes dans le besoin, indigènes et blanches confondues d'ailleurs. Cette réorientation voit aussi l'élargissement de l'offre en soins essentiels en campagne, qui engage à l'occasion un mouvement de rééducation des sages-femmes traditionnelles, Ba Mu vietnamienne ou Akima égyptienne. Grand B, la réalité et le quotidien des pratiques de santé. Tous ces acteurs de la santé se voient, quoi qu'il en soit, inscrits dans une hiérarchie très stricte et tout occidentale qui les dessert. Les médecins diplômés de la très réputée école Qasser al-Aini au Caire, tout comme les médecins portoricains, verraient même s'amoindrir leur statut professionnel et scientifique en passant sous tutelle étrangère. Cette hiérarchisation au nom de l'expertise est aussi symptomatique de profondes disparités dans l'offre en santé outre-mer, qui rappelle que la médicalisation y reste subordonnée à l'exploitation. Financée à même les impôts locaux, en 1903 est mise en place une taxe d'AMI à Madagascar, 3 francs par an par habitant. Ce sont toutefois jusqu'aux principaux programmes verticaux qui souffrent d'un sous-financement chronique. Dans le cas de la lutte antipaludique par exemple, la distribution préventive de quinine, théoriquement associée à la lutte anti-moustique qui passe par l'assèchement des marais et l'attaque des larves au moyen de produits chimiques, entreprise coûteuse et de longue haleine, restera concentrée sur les grandes plantations où elle est souvent prise en charge par les compagnies exploitantes. Les limites de ces programmes se retrouvent en outre dans le fait qu'on néglige une panoplie de déterminants socio-économiques. Ce qui frappe dans l'historiographie, autour de médecine et colonisation entre guillemets, fortement influencée par les théories foucaldiennes, c'est l'idée d'un contrôle fort sur les corps, d'un biopouvoir exacerbé en contexte colonial. Pour Frantz Fanon, psychiatre martiniquais défenseur de la cause algérienne et icône de la pensée postcoloniale, la médecine et son principal agent, le médecin colonial, symbolisaient même toute l'oppression et l'humiliation de la situation coloniale, tout son tragique aussi. Au regard d'entreprises de médicalisation qui privilégient la prévention de masse, contrôle, coercition et déshumanisation, étant des avatars attendus, de faits repérables dans une série de mesures et de gestes. Vaughan, 1991 pour la source. Au nom de la santé publique, et grâce entre guillemets à une situation coloniale profondément inégalitaire,
que légalisait le code de l'indigénat dans plusieurs colonies françaises. On s'immisçait dans les rites funéraires, on s'introduisait dans l'espace domestique et on détruisait les biens privés. Quant à la ségrégation de groupes jugés à risque, les preux parqués dans les camps agricoles de Molokaʻi et Botsalelo. Alors même qu'un consensus s'affirme autour de la faible contagiosité de la maladie de Hansen, prostituées confinées dans de véritables cités prostitutionnelles comme à Bouzbir à Casablanca, elles se faisaient là encore de façon unilatérale sous couvert de l'impératif prophylactique. Pour autant, c'est justement dans ce double contexte de médicalisation très imparfaite et de contrôle indu que le récit de mise en ordre des tropiques se doit d'être nuancé. Et l'analyse de l'agentivité, l'agency, colonisée, permet d'en mesurer la complexité. Arnold, 1993. Cette agentivité, on la décèle facilement du côté des nouveaux professionnels de santé indigènes, alors qu'un certain nombre d'entre eux rejoint les rangs nationalistes. Au-delà du philippin José Rizal, rappelons que le premier mouvement nationaliste indonésien, Boedi Wetomo, naîtra en 1908 dans l'enceinte même de la Stovia. La capacité d'agir des populations sous tutelle se décèle pour sa part d'abord dans des refus, de la vaccination, de l'enfermement et des manifestations urbaines d'envergure. Bombay 1897, Hanoï 1907, Tananarive 1936, contre des décisions de santé publique jugées iniques. Elle se retrouve également dans la propagation de rumeurs sur la toxicité des médicaments et des injections, forme de vampirisme qui affaiblirait les Ougandais par exemple, et l'expression de crainte envers l'hospitalisation, espace niant le lien social et de possibles atteintes à l'intégrité corporelle pour les sociétés est-asiatiques. Ces rumeurs et anxiétés marquent de fait aussi la force perdurant et la variabilité des repères culturels locaux qui nourrissent un pluralisme médical soutenu. Les pratiques de santé pluralistes en situation coloniale manifestent un processus de négociation, d'ajustement, mélange d'appropriation et de rejet de nouveaux repères en santé ou techniques médicales. Alors que les Indiens de religion hindouiste voyaient dans l'usage de vaccinifères, dont on nous dit en note de bas de page jusqu'à la fin du XIXe siècle, on aurait encore recours à la vaccination de bras à bras, à partir d'enfants porteurs de pustules vaccinales dont on prélevait le pus pour préparer une lymphe fraîche, et qui était donc un bafouage du système des castes. Ils préféraient longtemps la variolisation, car il s'agissait là, pour eux, de l'intervention thérapeutique et non préventive, la plus susceptible d'endormir la colère de la déesse Sitala, considérée responsable de la maladie. Ces pratiques révèlent également des problèmes d'accessibilité aux soins, en particulier en milieu rural, auprès des populations les plus démunies ou des minorités ethniques. Prenant acte de ces disparités, et des avantages budgétaires du pluralisme, plusieurs gouvernements coloniaux chercheraient à légiférer sur les médecines traditionnelles entre guillemets, les encadrant selon des balises biomédicales pour en faire des médecines complémentaires entre guillemets et inoffensives dans les années 1930. Mais c'est trop peu ou trop tard. Les conséquences de la crise de 1929 touchent de plein fouet le monde colonial et entraînent famine et malnutrition dans des régions connaissant un trop-plein démographique. Le taux de mortalité infantile remonterait dans plusieurs sultanats de la péninsule malaise, dont Perak, fleuron de l'industrie de l'étain. Liées à cette nouvelle précarité, des épidémies de paludisme très sévères touchent le Bengale, Maurice et surtout Ceylan. Près de 25% de la population de l'île serait infectée en 1934-1935, entraînant de fortes réactions nationalistes. Une réaction politisée qui se double alors, souvent d'une revendication sociale, celle d'un droit à la santé entre guillemets, que réclamait, de fait, la presse vietnamienne dès les années 1930. Grand 4, à l'heure de la santé internationale, les premiers héritages coloniaux. En 1940, l'Empire français compte 68 millions d'individus répartis sur 46 territoires. Le Japon, près de 500 millions, rattrapant la Grande-Bretagne à la première place des nations impérialistes au plus fort de la grande sphère de coprospérité asiatique en 1942. Comment permettre à tous d'accéder à des soins de qualité ? Utopie naïve ou promesse non tenue ? Si la Deuxième Guerre mondiale et son lot de pénuries vont accuser encore davantage les limites flagrantes des programmes de santé coloniaux et les méfaits d'effectifs médicaux anémiques, leur taux oscillant entre 0,8 et 5 pour 100 000 malades à la fin des années 1930, les conclusions de la conférence sur l'hygiène rurale qui s'était tenue à Bandung en 1937 sous l'égide de la Société des Nations estimaient que le problème était ailleurs.
La priorité devait désormais se tourner vers un recours à un personnel non médical et un programme d'éducation en santé à l'échelle des communes pour développer des soins de base appropriés. Les premiers rapports statistiques fournis par l'OMS, opérationnels à partir de 1948, s'avéraient de fait très mitigés. La variole, la fièvre jaune, la peste ou le choléra auraient chuté drastiquement à l'échelle du globe. Les encouragements à accoucher en milieu hospitalier et des mesures simples d'hygiène auraient fait leur chemin, participant en particulier à faire chuter la mortalité infantile et néonatale. Le tétanos ombilical aurait même été éliminé. Par contraste, les dysenteries, les infections pulmonaires et la tuberculose seraient encore partout endémiques et la malnutrition, la santé mentale, l'infertilité, des problèmes largement négligés. La maladie du sommeil et le paludisme continueraient pour leur part de décimer des populations en situation économique difficile, même dans des régions où l'exercice du biopouvoir s'est voulu exemplaire, comme dans le Haut-Nyong camerounais. Lachenal 2010 pour la source. Leur incidence se serait même accrue, ça et là, en conséquence d'une accélération des mouvements migratoires, d'une urbanisation mal dirigée, ou encore d'une extension de l'irrigation ou du domaine des plantations. L'obsession de la « trace biologique » entre guillemets, ayant maintenu dans l'ombre une variété de déterminants de la santé, dépourvus de toute sensibilité écologique. On ajoute en note de bas de page pour écologique. En ce sens, certains historiens considèrent même que la maladie du sommeil fut davantage une maladie coloniale entre guillemets, plus que tropicale. Lyon, Lyons, 1992 pour la source. Pour autant, à l'heure des premières décolonisations, on promet surtout des moyens financiers supplémentaires. En janvier 1944, la conférence de Brazzaville convoquée par De Gaulle annonçait ainsi que la part des budgets locaux dévolus à la santé en Afrique atteindrait désormais le seuil des 10%, contre un maximum de 5 dans les décennies précédentes. Quant à l'OMS, justement, elle s'engouffrait dans la voie de nouveaux programmes verticaux, bientôt symbolisés par le Global Malaria Eradication Program de 1957, considérant la science médicale comme une arme politique devant servir le progrès, la paix et la prospérité dans le monde. En note de bas de page, on nous ajoute que l'OMS est d'ailleurs considérée comme l'héritière directe de l'International Health Board de la Rockefeller Foundation américaine, qui, à partir des années 1910, avait multiplié les campagnes verticales d'élimination de la fièvre jaune, des helminthias et de la tuberculose dans pas moins de 80 pays. Il faut dire qu'on est à l'heure d'un renforcement évident de la conviction dans la supériorité de la science médicale occidentale et de ses technologies avec le développement des antipaludiques de synthèse et les premiers antibiotiques. L'exercice de la biomédecine semble en parallèle s'imposer comme un moteur d'indépendance privilégié auprès de nombre de sociétés décolonisées ou en voie de l'être, inaugurant le comité de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est à New Delhi en 1948. Jawaharlal Nehru applaudissait la coopération sanitaire internationale, prérequis selon lui à l'éradication de la variole, qui ferait entrer son pays dans une ère nouvelle. On se rappellera d'ailleurs que la médecine européenne apparaissait déjà comme un outil prioritaire de modernité en Égypte ou au Maroc au XIXe siècle, deux pays qui s'émancipaient alors de la tutelle ottomane. Si la science médicale s'avérait donc détachable de la politique qu'elle servait jusque-là et du système colonial qui reposait sur elle, elle n'en restait pas moins, dans les années 1950, fortement influencée par un présupposé, celui de l'universalité, de sa valeur et du peu d'importance du terrain, de sa mise en pratique. En cela, l'histoire coloniale de la santé dispose de ramifications très étendues et très complexes dans le post-colonial. Chapitre 5. La ville coloniale. Laboratoire de modernité en Asie du Sud-Est. Un modèle indochinois. Par Marie Guibert. Grand 1. Introduction. Le foisonnement des colloques sur la question urbaine en contexte colonial de ces dernières années constitue le signe le plus explicite d'un très important renouvellement historiographique à l'œuvre autour de cet objet de recherche. Le colloque international, organisé en mars 2011 à la Maison interuniversitaire des sciences de l'homme d'Alsace, MISHA, intitulé entre parenthèses 1 Visible cité coloniale, stratégie de domination et de résistance de la fin du XIXe siècle à nos jours. Fermez les guillemets. Ce colloque en est l'exemple le plus récent. Il faut par ailleurs rappeler le caractère précurseur des travaux de recherche sur les villes arabes et africaines, qui furent les premiers à replacer la question urbaine au cœur des processus de colonisation et à y porter un regard renouvelé. Grand A. La ville coloniale, renouvellement historiographique.
La ville coloniale est un objet de recherche par essence hétérogène, qui a d'abord généré des études composites et souvent fragmentaires ou sectorielles, relevant majoritairement de l'histoire, de l'architecture et de l'urbanisme ou de la géographie et l'aménagement. La discipline historique a longtemps abordé la question urbaine coloniale en marge de thématiques plus vastes. Cependant, l'émergence de la question patrimoniale dans les anciennes villes coloniales, notamment autour du classement des centres-villes hérités, a en partie conduit à réinterroger les héritages urbains et la place à donner aux lieux de mémoire coloniaux. Hélène Vacher revient sur l'expression même de ville coloniale, qui, du fait même de son caractère englobant et imprécis, présente des risques en donnant à penser abusivement à un modèle défini, unique et exportable. Le terme générique de ville coloniale entre guillemets relève d'une construction aujourd'hui présentée comme artificielle. C'est ainsi que Anthony D. King, après avoir questionné cet objet, lui préfère la terminologie de ville dans une société coloniale, ou en situation coloniale, pour reprendre Georges Ballandier. On précise en bas de page, pour Vacher Hélène, que c'est dans ville coloniale au XIXe-XXe siècle, d'un sujet d'action à un objet d'histoire, à Paris, édition Maisonneuve et la Rose, 2005, page 190. En deuxième note, on nous indique King Anthony Douglas dans Colonial Cities, Global Pivots of Change, dans Robert G. Ross et Gerard G. Telkamp, dans Colonial Cities, Essays on Urbanism in a Colonial Context. Dordrecht, M. Nijhoff, 1985, pages 7 à 32. Et en troisième note, voir Coppan-Jean, La situation coloniale, de Georges Ballandier, notion conjoncturelle ou modèle sociologique et historique, point d'interrogation. Des cahiers internationaux de sociologie, volume 110, 1, 2001, pages 31 à 52. Longtemps analysé comme autant de parenthèses historiques, de hors-jeu, sans passé reconnu, les villes coloniales font aujourd'hui l'objet d'analyses renouvelées, tâchant de prendre en compte leurs spécificités en les remplaçant dans une temporalité plus longue et en variant davantage les échelles d'analyse pour faire la part belle au local et à la diversité des acteurs qui la génèrent. L'histoire urbaine des colonies s'est longtemps caractérisée par une approche morphologique, omettant d'interroger les liens entre le cadre physique des villes et l'ordre social qui leur était associé. De plus, la ville coloniale a eu tendance à être présentée comme le fruit d'un acteur unique et omnipotent, le pouvoir colonial, présenté comme un tout cohérent ayant une vision très claire de l'ordonnancement de la ville. Ce postulat a donné lieu à de nombreux travaux sur les grands ouvrages de la ville coloniale et la mise en scène des espaces urbains selon le modèle de l'urbanisme colonial triomphant, entre guillemets, qui imposerait ses normes à une population colonisée réduite à la passivité. Cette vision est aujourd'hui fustigée, notamment par François Dumazy. Dans Repenser l'histoire urbaine de la colonisation, quelques réflexions pour une approche sociale des formes dans le cas maghrébin, dans Pierre-Robert Baduel, Chantiers et défis de la recherche sur le Maghreb contemporain, Cartala, IRMC Paris, Tunis, 2009, pages 265 à 287. Pour reprendre ces lectures datées de la ville coloniale, qu'elles soient africaines ou asiatiques, sont directement liées à la nature et l'origine des sources disponibles pour traiter ce sujet. Grand B, la question des sources. Ce sont en effet les autorités coloniales elles-mêmes qui ont le plus produit de documentation écrite comme cartographique sur l'aménagement urbain en milieu colonial. Les rapports des gouverneurs, les grandes commandes et projets des autorités, les documents législatifs, les projets des architectes et les plans de ville des urbanistes de l'époque, relevant souvent de l'école moderniste ou fonctionnaliste, constituent le premier fonds exploité par les historiens, fonds d'autant plus aisé à exploiter qu'il a largement été rapatrié en Europe. Les conditions de production de ces sources biaisent l'analyse en contribuant à donner l'impression d'un projet urbain colonial prédéfini, alors que la doctrine coloniale constitue souvent une mise en ordre a posteriori. François Dumazy insiste sur le pragmatisme originel qui a présidé à l'aménagement des villes en situation coloniale, dans la lignée des Subaltern Studies. Les historiens font aujourd'hui œuvre de déconstruction textuelle pour aller au-delà du corpus classique. Les recherches tentent de redonner leur place aux acteurs locaux du développement urbain, pour dépasser une histoire largement construite autour de quelques figures de proue ou chefs de file comme Ernest Hébrard, dans le cas indo-chinois. Grand C, de nouvelles problématiques historiques. Il s'agit ici de présenter les problématiques historiques émergentes à partir des expériences urbaines coloniales en Asie du Sud-Est. Rendre compte de la diversité des trajectoires urbaines en situation coloniale au-delà d'un prétendu modèle générique est un premier enjeu.
La diversité des configurations urbaines préexistantes à la colonisation dans la région est un élément à ne pas sous-estimer. L'histoire urbaine s'inscrit dans un temps plus long que celui de la parenthèse coloniale. Par ailleurs, la modernité urbaine qui s'y est dessinée est en réalité profondément hybride, notamment du fait de la rencontre des urbanistes et aménageurs européens en quête de nouvelles opportunités professionnelles avec le modèle de la ville marchande chinoise. Il s'agit alors de rendre compte de la pluralité des acteurs de la ville, des ingénieurs coloniaux aux citadins eux-mêmes. La thématique de la modernité entre guillemets constitue également une grille de lecture à affiner dans la compréhension de la production urbaine coloniale. Les villes des colonies européennes d'Asie du Sud-Est ont constitué des laboratoires d'expérience pour la naissance de la discipline urbanistique dans les métropoles impériales, et le mouvement moderniste en particulier. La question des circulations de modèles et des transferts culturels se pose avec acuité dans ces villes dont la vision coloniale a oscillé, entre tentation du mimétisme métropolitain et terrain d'expérimentation urbaine. Enfin, l'étude des tensions entre domination coloniale et résistance citadine constitue une approche venant renouveler le champ de l'histoire sociale en situation coloniale. Si la ville fut souvent érigée en symbole de modernité et de puissance coloniale, elle fut aussi le lieu d'émergence de contestations de la part des colonisés qui n'ont jamais cessé de contribuer à fabriquer la ville et y ont très largement résisté à l'acculturation. Grand 1. Les villes coloniales en Asie du Sud-Est, des trajectoires et temporalités diverses. En péninsule indo-chinoise ou dans l'insule Inde, l'entreprise coloniale n'a pas été monolithique. Elle a mis en jeu différentes puissances européennes avec des traditions et des conditions urbaines variées, qui se sont elles-mêmes confrontées à des modèles urbains préexistants plus ou moins anciens et développés. Les statuts des différents territoires colonisés n'ont par ailleurs jamais été unifiés et ont pu évoluer dans le temps. Ce simple rappel invite à remettre en question l'idée même d'un projet urbain colonial et plus encore le mythe du territoire vierge à urbaniser sous contrainte. Grand A. Quel projet colonial urbain en Asie du Sud-Est? Les périodes de conquête militaire coloniale furent généralement suivies d'une installation, à la fois symbolique et pragmatique, des colons dans les places fortes jugées stratégiques des territoires conquis. La prise des villes existantes a souvent entériné la victoire des colonisateurs sur les royaumes asiatiques. Que l'on pense à la prise de Jakarta en 1619, alors rebaptisée Batavia par les Hollandais, ou à la prise de Yangon, futur Rangoon, par les Britanniques en 1852, ou encore la chute de Hanoï face aux colonisateurs français en 1882. La prise des centres urbains constituait un symbole militaire fort. Il est cependant important de rappeler que la colonisation en Asie du Sud-Est, quelle que soit la période concernée et les puissances européennes en jeu, n'a jamais donné lieu à des colonies de peuplement. Les populations des villes coloniales sont donc toujours restées très majoritairement locales, ou parfois chinoises, ou indiennes dans le cas des villes à identité marchande ou proches des grandes plantations de rendement ou des centres miniers, comme Singapour, Rangoon, Kuala Lumpur ou Sandakan. Ce que l'historiographie a tendance à occulter, en se concentrant majoritairement sur l'étude des quartiers dits coloniaux. Aussi, la prise des centres urbains était-elle avant tout liée à des considérations géostratégiques, puis à des considérations économiques, avant même que ne soit envisagé un quelconque aménagement spécifique pour ces villes. Une vision héritée du colonialisme a longtemps habité l'historiographie à ce sujet et a pu donner l'impression d'une idéologie coloniale précocement théorisée. Ainsi, François Dumasy invite à aller au-delà du corpus classique de l'histoire politique pour lire les manifestations d'une idéologie qui se construit largement dans l'action. L'entreprise urbaine coloniale en Asie du Sud-Est n'a nullement été pensée en amont, mais fut théorisée a posteriori, à partir des diverses expériences urbaines auxquelles la colonisation a donné lieu, sans aucun cadre normatif dans les premiers temps. Dumasy à nouveau dans Repenser l'histoire urbaine de la colonisation, page 281. Pour autant, il est vrai que les centres urbains ont rapidement occupé une place centrale dans l'organisation coloniale. Tout d'abord, ces villes ont constitué le lieu privilégié de l'établissement des administrations coloniales, et ont joué le rôle de places fortes militaires et de centres économiques des empires coloniaux. Entrepôts, implantations portuaires et places de commerce ont rapidement jouxté les quartiers administratifs. Les villes coloniales sont pensées comme des têtes de pont dans le cadre des réseaux de commerce impériaux. La ville coloniale d'Asie du Sud-Est est de fait souvent portuaire, sinon deltaïque, dans le cadre d'un projet colonial pragmatique et avant tout économique. On nous ajoute en note de bas de page pour deltaïque, ce qui permet de contrôler des vastes régions rizicoles dont les surplus sont exportés principalement à Hong Kong ou Calcutta, interface commerciale des deux principaux foyers humains. Seule une partie infime était exportée vers les métropoles impériales.
Il est intéressant de noter que la capitale des Birmans avant la colonisation britannique n'était nullement Yangon, mais Pagan, puis Mandalay, situé au centre du pays, et que les fonctions marchandes du royaume étaient associées à Pegu, situé à 80 km au nord-est de Yangon, ou encore au comptoir portuaire de Siriam. En 1800, Yangon était une agglomération marécageuse mal reliée au centre névralgique du royaume birman, et ce sont les Britanniques qui l'érigèrent sous le nom de Rangoon au rang de centre économique et administratif de la colonie de Basse-Birmanie, 1852 à 1886. Si l'on cherche à dégager une logique, sinon une théorisation, dans la conception urbaine coloniale, c'est bien celle de la ville relais dans le cadre plus vaste des relations commerciales internationales. Peu ancrées localement et parfois mal reliées avec leur arrière-pays, les villes coloniales répondent à une organisation réticulaire pensée à échelle régionale, d'où l'importance de la figure du port dans la morphologie urbaine avec une localisation côtière ou fluviale privilégiée. Si les colonisateurs ne sont jamais arrivés avec des plans d'aménagement urbain préconçus dans leur mal, ces derniers ont néanmoins pris possession des territoires par des mesures d'arpentage et de tracés de réseaux viaires. À l'origine de la colonie, l'organisation de la voirie a constitué le fer de lance des politiques urbaines des administrateurs, qu'ils fussent militaires ou civils. Ce fut notamment le cas des Hollandais, de la Compagnie unifiée des Indes orientales, VOC, qui imposèrent de nouveaux tracés urbains à Malacca, avant d'encadrer la fabrication de briques et de tuiles, dont ils s'arrogèrent le monopole de la fabrication. L'appropriation de Singapour par Stamford Raffles, subrécargue de l'East India Company 1819, ne se pratiqua pas autrement, avec la mise en place d'un quadrillage de voies orthogonales et perpendiculaires au littoral. On pourrait également citer le cas de Saigon, où les projets de voirie occupèrent l'essentiel des questions urbaines dès les premiers temps de la colonisation. Les plans hippodamiques coloniaux vont alors faire l'objet d'une cartographie importante et d'une théorisation qui accompagne sa mise en place plus qu'elle ne la précède. Ces actions d'arpentage, de tracé de la voirie et de découpage foncier constituèrent ainsi les premiers aménagements urbains coloniaux et ont contribué à alimenter le mythe de territoire vierge, offert à une urbanisation ex nihilo où l'écriture d'une modernité urbaine devenait possible. Ce mythe se doit d'être remis en question. Grand B, le mythe de la page vierge entre guillemets. La ville coloniale est en effet souvent réduite dans les représentations occidentales aux quartiers dits coloniaux, qui ont parfois pu être intégralement pensés et implantés par les colonisateurs européens. Le district 1 de Ho Chi Minh Ville, ex-Saigon, est un exemple d'incarnation notoire de cette pratique de tabula rasa, avec la destruction de la citadelle préexistante, dont on nous dit en note de bas de page qu'elle avait été fondée une 60aine d'années plus tôt par les Vietnamiens, avec l'aide d'ingénieurs architectes envoyés en Cochinchine par le gouverneur de Pondichéry, tête de pont française en Inde. Le cas du Laos est lui-même particulier puisque la ville de Vientiane avait été entièrement détruite par les Siamois en 1828 et que les Français l'ont alors refondée en important des plans de ville étudiés par Sophie Clément, réinventant du même coup une tradition urbaine laotienne entre guillemets. On ajoute en note de bas de page pour Clément Sophie que c'était dans les débuts de la ville de Vientiane à travers la lecture des premiers plans. Communication au 3e congrès du réseau Asie, thématique mutation urbaine et architecture, 2007 à Paris. Le cas de Phnom Penh illustre également ce phénomène, avec le déplacement en 1866 de la capitale khmer de Udong sur les rives de l'affluent du réservoir naturel du Tonlé Sap à Phnom Penh, érigé en capitale administrative du pays en raison de son site stratégique sur les 4 bras. On développe en note de bas de page que Phnom Penh devenait une ville fluvio-maritime, reliée par le Mékong à la Cochinchine française et était moins accessible par les armées siamoises qu'Udong. Le roi Norodom s'est alors lui-même résolu à y installer son nouveau palais, nouveau centre cosmologique de l'état Mandala Khmer. Le fantasme s'est alors répandu de territoires vierges où l'action urbaine moderne, pour ne pas dire moderniste, allait pouvoir s'incarner en se détachant des contraintes de l'urbanisation héritée auxquelles on se heurtait en Europe. À l'heure de la floraison des projets urbains utopistes en Europe, les territoires coloniaux ont constitué un miroir aux alouettes qui n'ont été que rarement utilisés à de telles fins, si ce n'est avec le cas indien de Chandigarh, intégralement planifié par Le Corbusier et son équipe en 1951. La colonisation en Asie, essentiellement commerciale et de rendement, doit se lire sous le signe de la rencontre entre des systèmes culturels étrangers qui durent trouver toutes sortes d'accommodements.
La tradition urbaine locale, si elle répond à des normes très différentes des modèles européens, est un héritage fondamental, même si au moment de l'arrivée des colons, certains modèles de ville, comme les anciennes cités agraires javanaises ou khmères, étaient en perte de vitesse. Denis Lombard invite à reconsidérer la préexistence de villes précoloniales asiatiques, présentant un sens urbanistique tout à fait grandiose, avec une planification géométrique et cosmologique. Fin de citation. Dans les grandes cités agraires du XIIIe au XVe siècle, à une époque où l'Europe ne connaissait encore que des plans irréguliers et une croissance sauvage entre guillemets. On nous ajoute en note de bas de page pour Denis Lombard que c'est dans À propos de l'histoire des villes d'Asie du Sud-Est, nouvelle considération, dans les cahiers de la recherche architecturale, numéro 35-36, 1995, pages 99 à 106 et 73 à 88. Mais à la différence de l'Europe, les grandes villes du sud-est asiatique ont souvent connu un développement urbain sans réelle continuité historique. De nombreuses cités étaient totalement à l'abandon au moment de la conquête coloniale, comme Pagan ou à Sumatra Mojapahit par exemple. Nier son passé urbain à l'Asie du Sud-Est, comme le firent parfois certaines autorités coloniales, était donc totalement fallacieux. Les grands ports islamisés de la péninsule malaise sont un autre exemple de cette tradition urbaine asiatique. Quand bien même la population était largement rurale, les prétendues villes coloniales entre guillemets portuaires inventées à Pagan, Singapour, Saigon, Medan ou Malacca ne constituent donc en rien des inventions européennes, mais reprennent au contraire des variantes de modèles urbains asiatiques anciens, en les adaptant aux exigences de modernité et d'efficacité des colonisateurs. Traversion commerciale de ces centres-villes entrepôts de la mer de Chine méridionale, dont Singapour constitue l'acmé, existe dans les faits depuis des siècles. Depuis l'arrivée des Portugais au début du XVIe siècle, les Européens n'ont fait que se couler dans un modèle qui leur préexistait donc largement. Dans l'appréhension historique des villes en situation coloniale, il semble donc essentiel d'établir une différenciation fondamentale entre les villes quasi fondées ou réactives par la présence des puissances coloniales, comme Singapour, ou dans une moindre mesure Saigon, et des villes occupées par les colonisateurs sans qu'ils en soient à l'origine. À l'image de Hanoï, qui vient de fêter son millénaire d'existence, et pour qui la période coloniale n'est finalement qu'une parenthèse dans une histoire urbaine inscrite dans un temps bien plus long. Il convient donc aujourd'hui d'inverser le paradigme de lecture historique de ces villes dites coloniales, longtemps considérées comme des hors-lieux, déconnectés de leur histoire locale, ou régionale, pour les réinscrire dans le temps long. Dans l'ouvrage Hanoï, le cycle des métamorphoses, Nathalie Lancret attribue en partie cette lecture historiographique, aujourd'hui datée, au rapport à la cartographie des sociétés asiatiques. On dispose en effet de très peu de représentations graphiques ou cartographiques précoloniales de ces cités parfois très anciennes. De plus, dans les rares représentations existantes, l'objectif n'était pas de représenter le réel d'une ville, mais d'être en conformité avec les modèles symboliques hérités et les cartes cosmologiques. L'arrivée des colons donne alors naissance à une vaste entreprise de production cartographique, dont le but vise à connaître le pays nouvellement acquis pour mieux en assurer le contrôle. Cependant, ces cartes restituent la réalité des villes de manière sélective et dans l'immédiateté du présent, sans prise en compte de la complexité des héritages urbains. Or, c'est sur la base de ces « plans constats » que furent élaborés par la suite les divers projets d'aménagement de ces villes coloniales. Ainsi, quand bien même la colonisation s'inscrit dans le cadre de villes anciennes, elle a eu tendance à gommer les apports du passé, ce qui a contribué au mythe de ces territoires vierges comme autant d'opportunités à saisir pour des urbanistes dont la discipline commençait à s'organiser institutionnellement en Europe. Grand C, l'invention d'une modernité hybride et le modèle urbain sino-colonial. Les colonisateurs ont eu à composer avec les héritages urbains et sociaux des territoires qu'ils venaient de conquérir, et les villes dites coloniales ne peuvent donc être lues comme des parenthèses spatiales ou temporelles. Au-delà des populations colonisées locales, les Européens ont souvent eu affaire à la présence de populations commerçantes chinoises, parfois fort nombreuses dans les villes qu'ils venaient de conquérir. Cette rencontre va donner naissance à d'importants transferts culturels en matière de planification urbaine et à un modèle sino-colonial entre guillemets. Institut parisien de recherche architecture urbanistique, société IPRAUS, Hanoï, le cycle des métamorphoses, formes architecturales et urbaines, Paris, édition recherche 2001, page 351 pour la source. La modernité urbaine s'est ainsi élaborée dans l'interaction entre diverses traditions urbaines. Dans son article « Figure pionnière de la ville sino-coloniale en Asie du Sud-Est, Malacca, Penang et Singapour »,
Charles Goldbloom s'attache à retracer la genèse de ces villes nées de la rencontre entre les traditions marchandes hollandaises ou britanniques et chinoises. Il note que rien ne ressemble plus à un compartiment singapourien qu'une maison de commerce à Amsterdam. La modernité urbaine qui se dessine pendant la période coloniale est donc le fruit d'un métissage qui fut longtemps ignoré des études urbaines, se focalisant sur l'apport des grandes figures de l'urbanisme européen. Malacca serait ainsi le prototype d'un modèle en devenir qui se cristallise ensuite autour de la figure de Singapour. Malacca constitue le premier territoire de la colonisation en Asie du Sud-Est et les populations européennes s'y implantèrent au moment même où les populations chinoises affluaient également en ce lieu stratégique. Le développement de maisons de ville en maçonnerie y préfigure alors la figure du compartiment, parfois plus connu sous le terme anglo-saxon de shop house, qui constitue la « matrice de la ville moderne en Asie du Sud-Est ». Cette arrivée concomitante de populations européennes et chinoises va donner naissance à un modèle qui articule un quartier administratif, cher aux colonisateurs européens, au quartier marchand à dominante chinoise. Penang et Singapour, qui sont des créations urbaines plus tardives, respectivement datées de 1819 et 1823, vont reprendre ces modalités d'organisation spatiale dont Malacca a constitué un prototype. Ce modèle foncier articule le long d'un axe longitudinal des parcelles étroites, oblongues, à l'intérieur desquelles les corps de bâtiments sont séparés par de petits cours. Les références architecturales combinent alors des apports européens, comme les fenêtres en plein cintre qui rythment les façades sur rue à l'étage, les apports malais, comme les demi-portes en usage à l'époque, et chinois, avec le recours aux tuiles vernissées, par exemple. Des vérandas prolongent dans un premier temps les façades sur rue, première préfiguration du five-foot-way, qui trouvera son expression la plus systématique dans la ville de Singapour, telle que l'aménagent les Britanniques. Ces vérandas privatives devinrent ensuite publiques et constituèrent une sorte de couloir urbain dédié au commerce. Dans les comptoirs britanniques, on note alors l'intégration d'un élément novateur, l'imbrication des fonctions commerciales et administratives dans un même espace urbain, alors qu'à Malacca, le palais du sultan se situait encore en retrait dans la haute ville. Cette analyse ne remet nullement en cause l'idée d'absence de préconception urbaine modélisatrice. Ce modèle hybride s'est en effet inventé et réinventé au fil des expériences coloniales et des transferts culturels. Mais il est vrai que la figure du compartiment chinois et le type de tracé urbain qui lui est associé ont contribué à la création d'un véritable modèle, qui sera largement réinterprété en Asie du Sud-Est, dans une ville comme Saigon-Cholon, mais également dans les concessions portuaires en Chine continentale. Ce modèle sera également repris au Siam, où Bangkok constitue le seul exemple de reconfiguration urbaine sino-coloniale sans domination coloniale directe. Se révèlent donc des interactions complexes entre le pouvoir colonial, traceur de voies et régisseur du découpage urbain, et la société migrante chinoise, porteuse des éléments générateurs de la ville marchande. En Asie du Sud-Est, le cadre colonial n'a ainsi jamais abouti à des villes duales ou simplement juxtaposées entre quartiers des autorités coloniales, quartier des locaux et quartier des marchands chinois. Les configurations sont autrement plus complexes. On ajoute en note de bas de page, les quartiers dits coloniaux des villes d'Indochine étaient eux-mêmes majoritairement peuplés de Vietnamiens, et que l'on pouvait à l'inverse trouver des Français non intégrés au cercle de pouvoir dans les quartiers indigènes, entre guillemets. Par ailleurs, la présence d'une forte domesticité à l'intérieur même des habitations européennes contribue aussi à indigéniser la ville blanche, entre guillemets. Grand 2, entre mimétisme métropolitain et laboratoire de modernité. La question des circulations de modèles urbains en Asie du Sud-Est. Au temps des conquêtes succéda celui de l'organisation du système colonial dans lequel l'espace urbain représenta un enjeu essentiel, notamment en termes de représentation. La ville devient rapidement le lieu de l'incarnation de la modernité occidentale, qui va largement se métisser et contribuer à des innovations architecturales et urbanistiques qui seront parfois reprises en Europe. Les recherches récentes montrent comment les circulations de modèles urbains ont fonctionné dans les deux sens, entre colonisés et colonisateurs, mais également entre empires coloniaux. L'étude des trajectoires des acteurs de l'urbain en période coloniale est une bonne illustration de ce phénomène longtemps ignoré. Grand A, des projections urbaines utopiques. Les premières recherches sur les villes coloniales ont essentiellement porté sur les bâtiments emblématiques de la colonisation. Pont Paul Doumer ou Grand Théâtre de Hanoï, Hôtel de Ville à Saigon, pour ne prendre que l'exemple vietnamien. Ce choix d'échelle, d'analyse associée au bâtiment plus qu'à la fabrique urbaine, a conduit à surestimer l'idée de réplique des villes métropolitaines en milieu colonial. Les formules consacrées pour désigner certaines villes asiatiques, telles que Dalat, surnommée le Petit Paris, ou les villes du delta du Yangtze,
présentés comme les Venise de l'Orient, en sont une incarnation. Le tournant du 19e et du 20e siècle est marqué en Europe et en France notamment par de grands programmes de réaménagement urbain, comme l'osmanisation, qui guida en partie la définition de la voirie des villes coloniales. La trame urbaine est hiérarchisée entre grands boulevards ouvrant de belles perspectives, comme dans la rue Katinat de Saigon, qui relie le fleuve à la cathédrale, ou la célèbre rue Paul Bert de Hanoï et les réseaux secondaires. Par ailleurs, les théories hygiénistes trouvèrent une seconde jeunesse à la faveur de terrains tropicaux. Les architectes en charge de l'élaboration de ces grands programmes appliquèrent également les théories urbaines héritées de l'école des beaux-arts du Second Empire, 1851 à 1870, et attribuèrent aux bâtiments publics une fonction monumentale symbolique, devant constituer des repères urbains et incarner la puissance coloniale. Le cas de Hanoï est archétypal de cette pratique. Si les Français ont commencé par investir les bâtiments préexistants, comme la citadelle, le camp des lettrés ou les maisons de la cité marchande. Dès 1885 s'ouvre une phase de construction intense qui conduisit à la destruction de monuments précoloniaux autour du lac Hoan Kiem. Les bâtiments tels que la mairie, le palais de justice ou le palais du gouvernement et le théâtre et la cathédrale Saint-Joseph, dont on disait qu'ils véhiculent la suprématie métropolitaine non seulement par le rapport d'échelle instauré, par le choix des matériaux et des modes de construction, mais aussi par le nouveau type d'espace et les fonctions nouvelles qui y sont créées. Cité par Nasinovic Corinne dans Transterritorialité de l'architecture publique à Hanoï et son impact sur le développement urbain. Dans l'édition IPRAUS, mais aussi dans Hanoï, le cycle des métamorphoses, formes architecturales et urbaines, Paris, édition recherche, 2001, pages 153 à 170. Au-delà de l'édification de bâtiments de pouvoir, les villes coloniales sont aussi marquées par la construction de nouvelles zones résidentielles où le bâti s'inscrit en rupture avec les logements et les modèles fonciers préexistants. À Rangoon, une vague de construction de villas anglo-indiennes se met en place, portée non seulement par les colonisateurs mais également par les élites locales, avides de modernité occidentale. Ouvrez les guillemets. Une bourgeoisie d'affaires se constitue, venant de Mandalay, pour se rapprocher du pouvoir colonial et des avantages économiques qu'il offre. Près des grandes voies de circulation, elle se fait construire de vastes résidences, copiées sur un modèle anglo-indien dans de vastes jardins. Fin de citation. Cité par Lubeit Gui dans Données stratégiques d'un aménagement urbain en Birmanie. Il est intéressant de noter que l'émergence du souci de conservation patrimoniale en Asie du Sud-Est à la fin du XXe siècle est d'abord concernée ces bâtiments néoclassiques, nés des théories architecturales européennes, même si leur hybridité est incontestable. À Singapour, par exemple, le palace hôtelier Raffles a été classé par la Commission pour la conservation des monuments dans les années 1980, avant que ne soient lancés les projets de classement de quartiers entiers, mettant davantage en valeur des architectures du quotidien, moins monumentales. Enfin, la législation urbaine elle-même fut en partie transposée en Indochine, notamment en matière d'urbanisme. Et l'on peut évoquer, comme le fait Emmanuel Pouille, une continuité normative entre guillemets. En 1921, le gouverneur général Maurice Long décide de créer à Hanoï un service central d'urbanisme, en charge d'appréhender les modalités d'adaptation en Indochine du cadre normatif et des principes urbanistiques élaborés en métropole. La loi Cornudet de 1919, complétée en 1924, marqua le début des velléités de planification urbaine intégrées dans les colonies françaises. Cette tentative d'exportation de modèles européens ne doit pas masquer le fait que la discipline urbanistique qui se met en place en Europe à l'époque doit énormément aux expériences coloniales urbaines. Grand B, au territoire d'opportunité pour les urbanistes européens. L'historiographie contemporaine tend à dépasser la vision d'un modèle de « villes européennes d'outre-mer », entre guillemets, pour reprendre le titre d'un ouvrage de 1996, celui de Coquery-Vidrovitch, Catherine et George Odile, La ville européenne outre-mer, un modèle conquérant, 15e au XXe siècle, 1996, page 301. Au contraire, de nombreux auteurs, à l'instar d'Hélène Vacher, insistent sur l'apport des expériences urbaines coloniales dans la construction de l'urbanisme en Europe. Se noue une relation d'interdépendance dans l'urbanisation des territoires coloniaux et métropolitains. L'ère industrielle européenne est porteuse de revendications d'une maîtrise rationnelle de l'espace urbain. Or, dans les métropoles impériales, les urbanistes européens sont confrontés à des héritages urbains qui limitent les possibilités de renouvellement de la conception urbaine. C'est pourquoi les territoires coloniaux ont symbolisé la possibilité d'expérimentation nouvelle, avec de faibles contraintes. L'urbanisation en milieu colonial a notamment pour spécificité de se dégager du carcan du marché foncier fort limitant en Europe.
L'aménagement de l'espace sous contrainte politique s'y prête d'autant que les administrateurs y procèdent par décret, dans le plus grand arbitraire, les populations locales étant réduites au rang de simples sujets d'empire. L'expression d'urbanisme colonial a émergé en 1922 lors du Congrès colonial de Marseille. Suite à ce congrès, fut ainsi créé l'Institut international de l'urbanisme colonial, ayant pour mission de faire connaître aux programmateurs coloniaux la diversité des initiatives possibles dans l'art d'aménager les villes. La technique d'exportation des plans de ville entre guillemets aux colonies va se teinter du pragmatisme des stratégies d'expérimentation sur des terrains considérés comme autant d'opportunités de penser la modernité urbaine et un nouvel ordre territorial. Dans le cadre de l'exposition coloniale universelle de 1931, à Vincennes, se tint un congrès international d'urbanisme aux colonies. À cette occasion furent présentés les principaux résultats de l'œuvre réalisée sur les terrains coloniaux, ce qui contribua à dresser un bilan des premiers acquis et à édifier les fondements d'une véritable politique urbaine coloniale. Les acteurs de ce congrès cherchèrent ainsi à définir des principes d'action devant être applicables dans l'ensemble des empires coloniaux. Aussi, les expériences coloniales particulières se sont mutuellement nourries et contribuèrent à nourrir en retour les expériences métropolitaines. L'Empire britannique fut également représenté à cette occasion, alors que les Anglais boudaient l'exposition de Vincennes. Un fort principe de rationalisation émerge de l'ensemble de ces documents et rapports compilés lors du Congrès, démontrant en outre la circulation des modèles d'une urbanisation plus impériale que coloniale, du fait de l'intrication des allers-retours des colonies vers les métropoles, et réciproquement, et de colonies vers d'autres colonies. Les revues spécialisées d'urbanisme européennes ont également fait la part belle aux projets coloniaux dans les années 1920 et 1930. Hélène Vacher note que la naissance de la revue Urbanisme en France coïncide temporellement avec le congrès d'urbanisme colonial de 1931. Le dépouillement de cette revue témoigne de l'avance que vont parfois prendre les villes coloniales sur la métropole, notamment en matière de législation urbaine. Elle note également le poids de ce qui constituait véritablement un parti colonial entre guillemets en France, et qui agit auprès des organisations comme les chambres de commerce et qui contribua à insuffler le développement urbain et économique aux colonies, et dont un certain nombre d'acteurs se retrouvaient autour des enjeux urbanistiques. Les lieux de formation à l'urbanisme, qui s'institutionnalisent en France à l'époque, sont très marqués par les expériences coloniales également. Par exemple, dès 1909, à l'école spéciale d'architecture, est créée une formation spécifique pour l'espace colonial en enseignement salubriste, puis une chaire d'hygiène en zone intertropicale et une chaire de construction en zone intertropicale en 1928. Des prix de Rome distinguèrent de nombreux édifices et réalisations coloniales, comme les palais coloniaux ou réalisations de résidences pour les gouverneurs généraux. L'urbanisme et colonisation se sont donc renforcés mutuellement et ont contribué à la circulation de modèles architecturaux. Au cœur de ces circulations se trouvent des acteurs coloniaux variés dont les trajectoires professionnelles mettent à jour l'invention d'une modernité urbaine métissée. Grand C, formation et trajectoire des acteurs de l'urbain dans l'Asie du Sud-Est coloniale. Longtemps, le postulat qui prédomina dans l'historiographie fut celui de l'acteur unique entre guillemets, incarné par l'expression générique de l'autorité coloniale. Les études s'attardaient peu sur les mécanismes de décision complexes concernant l'urbanisme colonial et encore moins sur leur réception. L'étude de l'intervention des sociétés privées, des compagnies minières, des institutions religieuses ou les initiatives individuelles dans le domaine urbain reste un manque à combler. L'intervention des propriétaires et des investisseurs immobiliers locaux demande également à être prise en compte. La spéculation foncière n'est pas un processus étranger à la période, et les élites locales y contribuèrent largement. Par ailleurs, François Dumasy invite à considérer les tensions et désaccords parmi les autorités coloniales autour de l'implantation des projets. Considérer la formation et les trajectoires professionnelles des acteurs de l'urbain pendant la période coloniale est l'une des démarches historiques destinées à renouveler la vision monolithique que l'on a de cette période où les colonisateurs européens n'ont jamais été seuls à mener l'aménagement urbain. Le mimétisme métropolitain, dont font montre certains bâtiments de l'époque coloniale, est en partie lié à la filière de formation des architectes indigènes eux-mêmes, notamment à l'école des beaux-arts de Hanoï, telle que l'a étudiée Caroline Herbelin et qui fut très influencée par les choix de son directeur Victor Tardieu. Voir la communication au 3e congrès du réseau Asie de Caroline Herbelin, intitulé Les architectes de l'école des beaux-arts de l'Indochine et la recherche d'une architecture moderne à caractère national.
Devant former les indigènes à la modernité architecturale, cette institution est un excellent exemple des vecteurs de métissage et d'hybridation de la ville coloniale. La section architecture est créée en 1926, au moment où la question de la modernité se pose avec acuité dans tous les champs de la vie politique et intellectuelle au Vietnam. Cette question de la modernité est portée par l'élite vietnamienne elle-même, notamment par les groupes littéraires et journalistiques, et trouva de larges échos dans le monde de l'architecture. Caroline Herbelin rappelle que si, officiellement, cette école devait combler le manque de personnel et de dessinateurs dans le service des travaux publics de l'Indochine, elle fut, de fait, un creuset de la modernité architecturale vietnamienne et l'un des plus fameux lieux de dialogue entre conceptions urbaines européennes et orientales. Victor Tardieu chercha à participer à la naissance d'un mouvement artistique moderne qui puiserait sa modernité dans les racines et traditions locales. Se dessine ainsi un style localiste dit indo-chinois qui fut vanté par Ernest Hébrard. À la suite de leur formation, certains architectes indigènes travaillèrent pour les grands noms de l'architecture en Europe. On peut citer la carrière de Nguyen Cao Luyen qui effectua ses stages de fin d'études chez Le Corbusier et Auguste Perret. Alors que les étudiants vietnamiens reçoivent dans cet établissement de véritables cours d'urbanisme, il faudra attendre 1950 pour qu'une telle section soit fondée à l'école des Beaux-Arts de Paris. Il faut néanmoins souligner le manque de reconnaissance de cette formation par les colons et le fait que le diplôme obtenu par les élèves indigènes soit réduit au titre d'architecte indo-chinois. Ce qualificatif déconsidère à lui seul la valeur d'une formation que de nombreux acteurs coloniaux redoutaient, comme pouvant être dangereuse pour l'avenir de la colonie en donnant un sens critique trop aiguisé aux étudiants. Cependant, les architectes indochinois eurent à leur actif l'édification de nombreuses villas et des programmes novateurs de logements sociaux et marquèrent l'évolution des villes, conjointement avec leurs homologues européens, dont les trajectoires sont révélatrices de cet urbanisme d'empire, où les idées et les hommes passaient systématiquement d'une ville à l'autre, d'une colonie à l'autre. Et c'est finalement sous le proconsulat vichiste de l'amiral Décou que ces architectes vietnamiens obtinrent les mêmes droits que leurs homologues métropolitains. Un autre axe de recherche qui demanderait à être développé fut l'influence d'acteurs tels que les membres de l'École française d'Extrême-Orient, EFEO, qui influencèrent grandement les fonctionnaires locaux de l'administration française en Indochine. Cette influence est particulièrement marquée dans le cas de Vientiane, où se développe un intérêt pour les voies et bâtiments locaux. Les premiers plans, produits par le Blévesque, traduisent ainsi une approche quasi ethnographique pour une ville qui fut immédiatement considérée comme secondaire administrativement et économiquement, par rapport à Hanoï et Saigon. Le plan de la ville de 1917, réalisé par Henri Parmentier, architecte de l'École française d'Extrême-Orient, EFEO, attache encore une importance particulière aux temples bouddhiques, confucéens et taoïstes, et met en place des plans de restauration de monastères. Cet exemple de conservation est assez unique en Asie du Sud-Est, avec le Kadang Korvat, qui devait constituer un autre conservatoire de l'âme locale entre guillemets. Grand 3, d'un urbanisme de la domination coloniale aux formes de résistance urbaine. La mise en place de villes coloniales faisant l'expérience de la modernité a été longtemps lue au prisme de l'urbanisme colonial triomphant entre guillemets, qui impose ces nouvelles normes et un contrôle de la population dans une démarche de spatialisation de la domination. Les champs de recherche actuels invitent à reconsidérer l'urbanisme comme une variable constamment négociée et limitée dans sa capacité à contrôler une population locale. Grand A, cartographie et pratique spatiale, comme outil de domination coloniale. La prise des villes coloniales, marquée du sceau de la conquête militaire, constitue un acte de violence par lequel la population étrangère s'arroge la domination et le contrôle des populations et des espaces. Au-delà de la présence de forces de l'ordre dans l'espace urbain et de l'application de lois différenciées pour les indigènes, cette domination coloniale a pu prendre des formes très variées, ce que la question urbaine met bien à jour. L'usage de la cartographie, telle que l'analyse Nathalie Lancret, est une première forme de domination coloniale qui chercha à nier le passé des sociétés colonisées et participa à, on cite dans Hanoï, le cycle des métamorphoses, page 85, déposséder les Vietnamiens de leur ville en les engloutissant dans les vides de la carte et les silences des textes des légendes. La primauté de la représentation est en effet donnée aux bâtiments coloniaux, au détriment des temples par exemple, sauf dans le cas de Vientiane, au Laos. Ceci témoigne de la réussite de la mission civilisatrice entre guillemets française, capable de relever les ruines d'une capitale rasée par le voisin siamois. Certaines cartes de Hanoï, datées du début du XXe siècle, nient toute existence de la ville vietnamienne préexistante. Ces cartes sont centrées sur des représentations construites de l'extérieur, par l'étranger, dans l'immédiateté d'un présent,
et pour un futur arraché au passé et à la mémoire. La mémoire de la ville est ainsi mutilée sur ces plans dits constats, qui ont pourtant fondé les choix de développement ultérieurs dans l'ignorance des sociétés locales. Cette entreprise cartographique est accompagnée d'un mouvement de renouvellement des limites et délimitations urbaines et du statut juridique des villes, à l'image de ce qui se produisit à la même époque dans l'entreprise de fixation des frontières en Asie du Sud-Est. Les nouveaux statuts juridiques remettent en cause le poids des anciennes élites locales et justifient de vastes mouvements de confiscation foncière pour mener à bien les politiques de grands travaux. Les actions menées pour renouveler les cartes foncières constituent des actes de domination territoriale extrêmement concrets, qui fondèrent la séparation des espaces ethniques, même si aucune ville ne fut réellement ségrégée de manière totale. Philippe Papin, dans Histoire de Hanoï, page 246, analyse ainsi le processus d'exclusion des pauvres des quartiers coloniaux. La dépossession s'est jouée en 3 temps. D'abord, la municipalité a confisqué les terrains collectifs. Puis, la communauté française a acheté massivement des terrains privés. Enfin, la mairie a mené à bien une politique d'interdiction des constructions locales, jugées disgracieuses et malsaines. Fin de citation. Ici, la lutte des classes domine l'urbanisme davantage que la lutte des races. Ainsi, à Hanoï, en 1923, 4000 Européens possédaient la moitié des surfaces imposées, tandis que 120 000 Vietnamiens s'entassaient sur 45% du sol, alors que 5% du foncier était occupé par les Chinois, préférant investir leurs capitaux dans des entreprises commerciales que dans le foncier. Cependant, de nombreux auteurs rappellent que si les colonisateurs, très inférieurs en nombre, ont pu imposer leur nouvel ordre urbain, c'est bien parce qu'ils pouvaient compter sur des relais locaux du pouvoir. Romain Bertrand, dans La rencontre coloniale, une affaire de mœurs, l'aristocratie de Java face au pouvoir hollandais à la fin du XIXe siècle, dans Genèse, volume 2, numéro 43, 2001, page 32 à 52, analyse par exemple le rôle de la noblesse javanaise, les Priyayi, qui conforta sa position sociale en collaborant avec les pouvoirs coloniaux hollandais de Batavia. Il en va de même dans les sultanats britanniques de Malaisie, où l'aristocratie locale joua un rôle essentiel dans le maintien d'un ordre colonial indirect entre guillemets, qui lui assurait la pérennité du pouvoir. Cependant, dans les villes malaises, principalement peuplées de Britanniques, Chinois et Indiens, elles étaient délaissées par les Malais, davantage recentrées sur les campagnes dominées par l'élite traditionnelle. François Dumasy présente les politiques urbanistiques coloniales comme l'instrument d'une communauté d'intérêt avec certains acteurs locaux trouvant dans l'économie de la construction et la spéculation foncière le moyen d'asseoir leur position sociale. Seule l'agency des colonisés explique la vigueur des interactions coloniales, permettant tout autant de faciliter la domination coloniale que d'en limiter les effets. Les stratégies de résistance locale ou de résistance passive furent nombreuses à venir nourrir la complexité de la situation urbaine coloniale. Grand B. Modalité de résistance urbaine locale. Le présupposé d'un pouvoir colonial omnipotent est aujourd'hui écorné sous l'effet d'études, nombreuses à pointer les capacités et modalités de résistance des populations locales, en dépit de la relation hégémonique inégalitaire qu'implique toute société coloniale. Le pouvoir des colonisateurs était sans cesse renégocié à la faveur d'accords avec des élites locales, notamment immobilières et foncières. Les archives révèlent également de nombreuses plaintes des autorités urbaines concernant la faiblesse des moyens face à l'ampleur de l'entreprise de modernisation urbaine prônée. Ouvrez les guillemets, les programmes d'urbanisme, de construction et de développement de la ville étaient coûteux, politiques de grande ampleur obligent, et la municipalité à court d'argent ne s'est pas privée d'emprunter, de multiplier les taxes et d'alourdir les impôts. Pression fiscale, crises financières et scandales à répétition forment la toile de fond de l'histoire de la mairie de Hanoï, nous dit Papin Philippe dans Histoire de Hanoï, page 230. Au-delà des aspects financiers, les possibilités d'intervention sont limitées par le souci constant des autorités coloniales d'inscrire leur action dans un cadre légal ou réglementé, dans la période post-conquête qui vit le passage du pouvoir militaire aux institutions civiles. La question de l'universalisme, dont se réclament des pays comme la France, limite la possibilité des actions violentes. La recherche d'un cadre légal satisfaisant est une constante de l'action politique coloniale. À l'exception du domaine politique, les Hanoïens étaient protégés par les lois. Ouvrez les guillemets. Les archives regorgent de procès qu'ils ont intentés contre les Français ou contre la municipalité. Hanoï avait ses avocats, et ceux-ci ne dédaignaient pas la clientèle vietnamienne. En outre, beaucoup de Hanoïens exploitaient au mieux les pesanteurs tatillonnes et les rivalités internes d'une administration française souvent paralysée.
Brenda Yeo dans Contesting Space in Colonial Singapore, Power Relations and Urban Built Environment. Singapore University Press, 2003, page 351. Dedans, elle nous invite à considérer la ville coloniale comme un terrain de conflit et de négociation à partir de l'analyse qu'elle fait de Singapour ou des stratégies de résistance locale qui s'élaboraient pour contrer le contrôle sanitaire urbain mené par les Britanniques. La population locale déjouait le contrôle urbain en ne déclarant pas les maladies infectieuses ou en déplaçant et cachant ses morts. Elle note que des mouvements de révolte éclatèrent à Singapour lorsque les autorités coloniales cherchèrent à supprimer les vérandas traditionnelles ornant l'avant des échoppes commerçantes. L'administration avançait un argument hygiéniste et la nécessité de pouvoir procéder au nettoyage des rues de façon plus commode. Les commerçants, majoritairement chinois, se sont d'abord organisés en fermant leurs boutiques, puis se révoltèrent dans les rues. Il y a donc dans ce cas un conflit autour des pratiques de l'espace public. L'originalité de l'étude de Brenda Yeo est liée aux difficultés que rencontrent les chercheurs face au manque de sources sur ces questions. Comment saisir ces espaces interstitiels qui échappent à la domination? C'est là une question que se pose le courant des Subaltern Studies, au-delà du cadre de l'histoire coloniale. Grand C, des villes coloniales en crise. Au-delà de l'image de cités grandioses marquées par la modernité, la réalité des villes coloniales fut bien souvent beaucoup plus nuancée. Si les centres urbains furent l'objet de toutes les attentions, les quartiers périphériques, dédiés aux locaux, restèrent largement autoconstruits et mal équipés. Les politiques de grands travaux ont connu des retards en raison de difficultés financières et climatiques. Ainsi, par exemple, l'aménagement de Phnom Penh imposa de lourds travaux de remblaiement et de terrassement et, au fil des travaux, les premiers officiers de marine doutèrent de la qualité de l'emplacement retenu pour ériger la capitale coloniale. Les séries d'inondations que subit le chantier en 1865 confirmèrent ces difficultés imprévues. L'administration du protectorat eut même à faire face à une maison du représentant de la France longtemps inhabitable et fréquemment inondée. Les difficultés rencontrées par les villes coloniales changèrent de nature à mesure que se consolidèrent les administrations coloniales, mais elles ne furent jamais réglées, et par bien des aspects, les villes coloniales connurent des séries de crises, notamment du point de vue socio-économique. À Phnom Penh, la volonté royale, comme celle de la résidence supérieure, fut de multiplier les bâtiments en dur, mais les paillotes et maisons de bambou restèrent dominantes et sujettes aux incendies. Pierre-Lucien Lamant recense dans son article sur le Phnom Penh colonial les séries de catastrophes urbaines subies par la ville tout au long de la période française. Voir Lamant Pierre-Lucien dans La création d'une capitale par le pouvoir colonial, Phnom Penh, pages 79 à 80. De fait, la modernité ne l'emportait pas toujours sur le bâti traditionnel, et les normes d'urbanistique peinaient à être appliquées. De fait, la véritable fracture coloniale en ville ne se joue pas entre villes des colons et villes des colonisés, mais bien entre riches et pauvres. Ainsi, en 1889, 79% des maisons de Hanoï étaient considérées comme précaires entre guillemets. Les Français menèrent une lutte contre la prolifération des paillotes, maisons en paille et torchis, qui suscita le mépris des premiers colons, notamment par le biais de réglementations rigoristes. Mais chaque crise économique voyait ressurgir ce type d'habitat. En 1934, à Hanoï, l'habitat précaire représentait plus de la moitié des demandes de permis de construire, et les autorités durent provisoirement autoriser les paillotes autour du temple de la littérature. Cette autre réalité de la ville coloniale fut étudiée par Caroline Herbelin, sous le prisme des tentatives, souvent vouées à l'échec, de l'implantation des politiques d'habitation bon marché, HBM, devant faire face à la crise du logement qui ne fut jamais résolue dans les villes du Vietnam colonial. Elle montre que la plupart des initiatives étaient portées par des locaux, notamment par l'association An Sang, Ligue pour l'habitation salubre, ou encore le groupe Lumière, mené par l'intelligentsia indigène. La ville coloniale se doit donc d'être étudiée sous le prisme de la confrontation et des interactions incessantes entre la volonté du pouvoir colonial et le poids des données locales. Conclusion. Les villes coloniales de l'Asie Sud-Est restent un champ historiographique relativement peu traité dans le contexte général de renouvellement du traitement de la question coloniale. Si les études de cas commencent à se multiplier, un travail de synthèse reste à produire afin de donner une vision moins manichéenne de ces espaces urbains longtemps pensés comme des parenthèses historiques, où s'inventa une modernité occidentale sous la férule des autorités coloniales. Les études les plus contemporaines invitent au contraire à nuancer le propos et à envisager des villes métissées, fruits de la rencontre de différentes cultures urbaines, européennes, du sud-est asiatique, mais aussi chinoises.
Les échelles d'analyse demandent à être diversifiées pour envisager tous les enjeux liés au développement de villes ancrées dans une économie régionale, mais faisant face à de nombreux défis locaux d'aménagement. L'étude des conditions de la fabrique humaine en situation coloniale donne à voir une grande diversité d'acteurs pour lesquels il convient d'envisager les interrelations plus qu'une stricte opposition entre colonisateurs et colonisés. Tension, domination, coopération et résistance sont à envisager simultanément lorsqu'on cherche à prendre le pouls de ces villes. Cette thématique invite également à envisager comment les innovations coloniales nourrissent la réflexion urbanistique en Europe.